L'incident avec la jeune future mère a provoqué une onde de choc dans toute la ville et a forcé les résidents à rester chez eux. Les enquêtes ultérieures ont révélé une vérité bouleversante. Cet incident était un maillon dans une chaîne d'événements mystérieux récents. Bien que les enquêteurs ont réussi à arrêter plusieurs auteurs, de nombreuses circonstances restent enveloppées de mystères. Les enquêteurs expérimentés qui travaillent sur cette affaire arrivent de plus en plus souvent à une conclusion troublante. Celui qui est derrière tout cela continue son dangereux jeu sans être repéré. Malgré tous les efforts de la police, les questions les plus importantes restent sans réponse. Et les preuves suggèrent que l'histoire est loin d'être terminée. Dans la petite ville de Muskegon, dans l'État du Michigan, l'histoire d'Amanda Blackburn a commencé en 1987. Elle a passé sa jeunesse à Indianapolis jusqu'à ce que la famille décide de déménager dans la ville voisine d'Acker en 1995. Le parcours éducatif d'Amanda l'a d'abord menée à l'Académie chrétienne d'Elkhart, dont elle est sortie diplômée en 2006. Elle a ensuite poursuivi ses études en Floride au collège chrétien de Pensacola. Là, le destin lui a fait un cadeau spécial en 2008, la rencontre avec un jeune homme nommé Davey Blackburn. Leur rencontre fut extrêmement romantique par l'intermédiaire d'un ami commun qui organisa un rendez-vous à l'aveugle. Ils ont passé leur première soirée à un concert de musique chrétienne, qui est devenu le début de leur belle histoire. Un lien spécial s'est immédiatement créé entre les jeunes gens et ils ont commencé à se fréquenter. Davey, qui était étudiant en théologie et se préparait à devenir pasteur, partageait avec Amanda sa profonde foi en Dieu. Leur relation s'est développée à distance pendant plusieurs années, ce qui a apporté certaines difficultés, mais ils ne craignaient pas les obstacles et travaillaient ensemble pour renforcer leur lien. Le couple a pris très au sérieux la construction de leur relation et a même cherché conseil auprès d'un conseiller familial. Les gens de leur entourage remarquaient la bonté extraordinaire d'Amanda, son âme lumineuse et son grand cœur. Les connaissances parlaient souvent de la façon harmonieuse dont ils se complétaient. Dans leur vie commune, l'amour, la foi et la compréhension mutuelle parfaite se sont unis. Amanda et Davey ont créé un lien vraiment heureux basé sur des sentiments sincères et des valeurs partagées. L'histoire de ce couple a commencé par leur mariage le 1er août 2008. Les jeunes mariés Davey et Amanda ont décidé de s'installer en Caroline du Sud, où ils travaillaient comme pasteurs à l'église New Spring. Leur vie était remplie de projets et de rêves pour l'avenir. 4 ans plus tard, en 2012, ils ont déménagé à Indianapolis. Là, le couple a fondé sa propre église, qui se concentrait sur le travail avec la jeune génération. Bientôt, leur famille s'est agrandie. Leur fils Weston est né. Moins d'1 an plus tard, Amanda a appris sa seconde grossesse. Elle rayonnait toujours de bonté et de chaleur, créait un foyer confortable et prenait soin de ses proches. Mais le destin avait d'autres plans. Le matin du 10 novembre 2015 a commencé comme d'habitude. Davey s'est réveillé à 4h30 et est parti vers 6h pour son entraînement habituel à la salle de sport locale. Amanda était restée à la maison avec l'enfant. Selon ses dires, il a laissé la porte d'entrée déverrouillée. L'entraînement a duré environ 1 heure et s'est terminé à 7h10. Sur le chemin du retour, Davey a parlé au téléphone avec un ami et s'est plongé dans la conversation. Quand il est arrivé à la maison à 7h30, il a décidé de ne pas entrer immédiatement pour ne pas déranger Amanda et Weston pendant leur sommeil. Il est resté dans la voiture et a poursuivi la conversation téléphonique. Ce n'est qu'à 8h20, après avoir terminé l'appel, que Davey est entré dans la maison par la porte d'entrée. Dans le salon, il a trouvé Amanda, 28 ans, allongée immobile sur le sol. Ses vêtements semblaient étrangement désordonnés. La vue a pétrifié l'homme. Quand il est revenu à lui, la première chose qu'il a faite a été de chercher son fils.
Arrivé au premier étage, il a constaté avec soulagement que Weston dormait paisiblement et indemne dans son lit. Immédiatement après, Davey a composé le numéro d'urgence. Lorsque les services d'urgence sont arrivés à la maison, Amanda était dans un état critique. Les ambulanciers l'ont immédiatement transportée à l'hôpital. Un détail important était que la jeune femme était enceinte de 12 semaines. Les médecins ont fait tout leur possible et ont branché tous les équipements médicaux disponibles. Malheureusement, malgré tous les efforts médicaux, le lendemain, le 11 novembre, ni Amanda ni son enfant à naître n'ont pu être sauvés. Lors de l'examen de la scène de crime, les techniciens criminels ont trouvé les effets personnels d'Amanda éparpillés sur la table de la cuisine. Carte de crédit, portefeuille et sac à main. Il y avait aussi un paquet de cigares qui, selon Davey, n'appartenait à personne dans la famille. Ni lui ni sa femme n'avaient cette habitude. Près de l'endroit où Amanda a été trouvée, il y avait une lampe renversée. La situation dans la maison indiquait une confrontation sérieuse. Dans l'appel d'urgence au 911, Dave a signalé la blessure de sa femme. L'examen médical a révélé que la blessure avait été causée par l'utilisation d'une arme à feu. Les experts ont documenté 3 blessures, dans la zone du bras gauche inférieur, du haut du dos et dans la région occipitale. Tous ces détails indiquaient qu'Amanda avait opposé une résistance. Aucun signe d'agression particulière n'a été constaté. Selon les enquêteurs, l'agresseur aurait pu avoir de telles intentions, mais quelque chose en a empêché l'exécution. Les spécialistes ont minutieusement examiné chaque recoin de la maison. Des échantillons biologiques ont été prélevés près de la scène du crime. De plus, les experts ont sécurisé des particules de peau sous les ongles d'Amanda pour un examen ultérieur. Dans le salon, les enquêteurs ont trouvé un rouleau de ruban isolant et des écouteurs. Ils pourraient devenir des preuves importantes dans l'enquête. Les enquêteurs ont trouvé le téléphone portable d'Amanda dans sa chambre. Une notification bancaire est arrivée à 7h53, activité inhabituelle de la carte. Quelqu'un avait retiré de l'argent au distributeur automatique. En vérifiant son portefeuille, il s'est avéré que ladite carte bancaire manquait. Les événements suivants ont apporté des éclaircissements sur l'incident. Ce matin-là, plusieurs appels inquiétants sont venus du quartier où vivaient Amanda et Davey. Le 10 novembre, à 5h23 du matin, la voisine d'Amanda a signalé l'incident dans son appartement au service d'urgence. Selon la femme, elle a été réveillée par le bruit vers 4h30. Quand elle a remarqué que son téléphone avait disparu de sa chambre, elle est allée vérifier l'appartement et a pu voir des inconnus quitter le bâtiment par la porte vitrée. Lors de l'inventaire, elle a constaté qu'il manquait un ordinateur portable, un sac et des clés. L'appartement était sans dessus-dessous, les plantes d'intérieur renversées. Plus tard, on a découvert qu'une voiture avait également disparu du parking. Les intrus avaient utilisé les clés trouvées dans l'appartement. Cette information a éveillé l'intérêt des enquêteurs. En examinant les enregistrements de surveillance du lieu de l'incident, ils ont vu 2 inconnus entrer pendant qu'un 3e attendait à l'entrée. Il est notable que pendant l'incident lui-même, la caméra était désactivée. À 8h17, un autre appel d'urgence est arrivé. Cette fois, d'un résident de la même rue où vivaient Amanda et Davey. Lui aussi a signalé des visiteurs non invités. Ce voisin avait également installé une caméra, mais elle a été désactivée à 5h36, ce qui n'a pas permis d'obtenir des enregistrements exploitables. La liste des objets disparus était inhabituelle. Outre 4 téléviseurs, un ordinateur portable, un collier de perles Tiffany et un pull rose, une télécommande manquait. Comme il n'y avait pas de caméra de surveillance près de la maison d'Amanda, les enquêteurs ont dû procéder différemment. Ils ont commencé par un interrogatoire porte-à-porte dans le voisinage et ont demandé aux résidents s'ils avaient
remarqué des incidents inhabituels ce matin-là. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Un résident a partagé des informations importantes. Environ 1 heure avant 7 heures du matin, il a remarqué un passant suspect portant un sweat à capuche noire qui cachait soigneusement son visage sous la capuche. Cette personne se déplaçait à proximité immédiate de la résidence d'Amanda. Un autre témoin a confirmé avoir également vu un étranger qui marchait dans la rue en parlant fort au téléphone. Vers 7 heures, un troisième témoin a observé une scène étrange. Un inconnu a attelé un véhicule étranger à sa voiture et est parti avec. Heureusement, ce moment a été enregistré par une caméra de rue. Une autre voisine a partagé des observations troublantes. Alors qu'elle était chez elle vers 6h40, elle a entendu 2 bruits forts qui ressemblaient à des détonations, suivis d'un cri féminin. Naturellement, le mari d'Amanda fut le premier suspect. Cependant, il a affirmé qu'il se trouvait à la salle de sport à ce moment-là. Les enquêteurs ont dû vérifier sa déclaration. Ils se sont rendus au club de sport pour vérifier la présence de Davy. Sa présence au gymnase a été confirmée. Son entourage a décrit Davy exclusivement de manière positive. Un pasteur digne, un père de famille exemplaire. Les proches ont catégoriquement rejeté la possibilité de sa participation à des conflits domestiques. Les officiers ont disculpé le mari. Parallèlement, ils ont commencé à rechercher la voiture qui avait été emmenée, espérant que cette piste mènerait à la résolution. Le véhicule a été retrouvé assez rapidement. Il était garé au bord de la route, non loin de la maison d'Amanda. Lors de l'examen de l'intérieur, un reçu de distributeur automatique trouvé sur le sol côté passager a attiré l'attention. Le document montrait une transaction échouée à 6h36 du matin. Les derniers chiffres de la carte sur le reçu correspondaient au numéro de carte d'Amanda. Cette découverte a confirmé le lien entre tous les incidents. Apparemment, Amanda était tombée par hasard sur un intrus chez elle qui, à l'origine, ne voulait que voler des objets de valeur. L'enquête a révélé que plusieurs personnes étaient impliquées dans cet incident. Cela a été confirmé par les enregistrements de surveillance de la maison qui a été cambriolée. Une découverte intéressante fut un pull rose pour femme, trouvé sur le siège conducteur du véhicule saisi. Lors de la fouille du coffre de cette voiture, ont été trouvées une télécommande, un pull vert pour homme taille 20 XL, un ensemble de linge de lit et un sac d'orange. Les experts ont prélevé des échantillons du pull et de différents endroits de l'habitacle. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que les visiteurs indésirables sont apparus dans la maison presque immédiatement après que le mari d'Amanda, Dave, soit parti à la salle de sport. Après 30 minutes, quelqu'un a essayé d'utiliser la carte bancaire de la propriétaire. Les officiers ont localisé le distributeur automatique où une tentative de retrait de $500 a été effectuée à 6h36 du matin. En examinant les enregistrements, ils ont remarqué un inconnu au volant d'une Chrysler Sebring argentée. La même voiture a été enregistrée par les caméras près de la maison d'Amanda. La personne au distributeur automatique cachait son visage avec un pull rose et une capuche. Sur les enregistrements d'un distributeur automatique voisin, le même inconnu est apparu. Là, il a réussi à retirer $400 à 6h54 du matin. Le 17 novembre, les résultats de l'analyse étaient disponibles. Après une vérification dans la base de données, une correspondance a été trouvée. Les données pointaient vers Jalyn Watson, âgé de 21 ans. Il venait d'être libéré, le 6 août. Il avait été libéré par anticipation de sa détention pour violation de domicile. En enquêtant sur ses réseaux sociaux, les enquêteurs ont découvert un lien avec Diane Gordon, âgé de 24 ans. Par une coïncidence étonnante, il avait également été récemment libéré en conditionnel pour un délit similaire. Il s'est avéré qu'ils avaient travaillé ensemble auparavant.
Ces deux-là sont devenus les principaux suspects dans l'affaire. L'analyse de leurs données téléphoniques a montré que les appareils ont été détectés à partir de 4h40 du matin par une tour de téléphonie près de la première maison où les intrus sont entrés. Ensuite, le signal s'est déplacé vers une tour près de la résidence d'Amanda. Après cela, les téléphones ont été enregistrés dans la zone du même distributeur automatique où la carte étrangère a été utilisée. Au cours de l'enquête, les officiers ont découvert un numéro de téléphone portable supplémentaire qui se déplaçait sur le même itinéraire ce matin-là. La propriétaire était la sœur d'un jeune homme, Larry Taylor Jr., âgé de 18 ans. Le jeune homme avait déjà eu des problèmes avec la loi. Il avait été précédemment accusé de comportement inapproprié après un incident avec une femme dans un parking. Lorsque les enquêteurs ont rendu visite à la sœur de Larry, elle a partagé des informations importantes. Jalin, Diane et son frère étaient des amis de longue date qui faisaient souvent des choses ensemble. La veille de l'incident, tous les trois étaient dans son appartement et l'ont quitté vers 3h30 du matin le 10 novembre. Lors de l'inspection des lieux, les enquêteurs ont remarqué un gilet sombre. La jeune femme a confirmé qu'il s'agissait du vêtement préféré de Jalin qu'il portait ce matin-là. Le même vêtement a également été observé sur les enregistrements des caméras de rue. De plus, la sœur a remis aux officiers de l'équipement de tir que Jalin ou Diane avaient laissé sous son lit. L'appareil a été envoyé pour analyse. Plus tard, un autre témoin s'est manifesté, souhaitant rester anonyme. Il a rapporté avoir vu le trio ce matin-là, Larry portant un objet. Selon son témoignage, Jalin portait effectivement le gilet sombre. L'informateur a décrit en détail comment le groupe est entré dans la première maison. Pendant que la propriétaire dormait, ils ont pris le téléphone et les clés de voiture. Conscients du risque d'être découverts, ils avaient préalablement désactivé les caméras de surveillance. Selon l'informateur, Larry a exprimé l'intention d'agir contre la femme car il craignait d'avoir été filmé par les caméras ou qu'elle aurait pu le voir. Cependant, Jalin et Diana l'en ont dissuadé, ce qui a sauvé la propriétaire de la maison de tout préjudice. Mais le groupe ne s'est pas contenté de cela. À la recherche de plus de butin, ils sont entrés dans une deuxième maison. Insatisfaits du résultat, ils se sont rendus à l'appartement d'Amanda. L'informateur a précisé que seuls Larry et Jalin sont entrés, tandis que Diane attendait dans la voiture dans l'allée. Après une enquête approfondie, les autorités ont arrêté 3 suspects, Larry, Jalin et Diane. Des accusations graves ont été portées contre chacun d'eux. Larry a été accusé de 13 chefs d'accusation, notamment d'actes illégaux, de violation de domicile, d'infraction au règlement sur les armes et de délits contre la propriété. Jalin a été accusé de 10 délits, dont violation de domicile et utilisation non autorisée d'un véhicule. Diane a également été accusée de violation de domicile. Initialement, les détenus ont nié leur participation, mais les preuves, y compris l'analyse ADN, indiquaient leur présence sur la scène du crime. Au cours de l'enquête, de nouvelles circonstances sont apparues. Il s'est avéré que Larry était potentiellement impliqué dans un incident avec Rolando González Hernández, un homme de 27 ans. Rolando a été retrouvé avec une grave blessure à côté de sa voiture dans un complexe résidentiel. Des témoins ont rapporté aux autorités l'aveu de Larry d'avoir commis un crime dans le même complexe résidentiel. L'incident avec Rolando s'est produit le 4 novembre, une semaine avant l'incident avec Amanda. Un autre témoin a rapporté que Larry était précédemment entré dans la maison d'une femme et avait commis des actes illégaux sous la menace d'une arme. Amanda a également été retrouvée dans un état préoccupant. Cela indiquait les intentions malveillantes de Larry, mais probablement que l'apparition du mari d'Amanda a forcé les auteurs à fuir précipitamment la scène du crime. Après ces révélations, Larry a reçu des accusations supplémentaires liées à l'incident avec Rolando et d'autres délits. Après un certain temps, Diane et Jalin ont décidé de coopérer avec les enquêteurs.
Selon l'accord, il témoignerait contre Larry, qu'il considérait comme le plus dangereux, en échange d'accusations plus légères. Selon leur témoignage, ils n'avaient initialement prévu qu'un vol, mais ont rencontré Amanda de manière inattendue. Diane et Jaline ont quitté la maison pendant que Larry est resté. Il a exercé de la violence contre Amanda, après quoi elle a perdu connaissance. À ce moment-là, il a pris ses cartes bancaires. Les complices attendaient dans la voiture. Quand ils ont vu la voiture du mari d'Amanda approcher, tous ont fui précipitamment. Ensuite, des actions irrévocables de Larry ont suivi, mais ses complices avaient déjà quitté la scène du crime. Plus tard, dans l'appartement de sa sœur, Larry a raconté aux complices ce qui s'était passé. Selon ses paroles, Amanda a repris conscience et a essayé de se défendre. Il a décrit ses actions avec une inquiétante tranquillité, ce qui a horrifié ses complices. Larry les a forcés à garder le silence en leur rappelant constamment les liens familiaux. Après le procès, Jalin a été condamné à 29 ans de prison, tandis que Diane a reçu 30 ans. La première audience dans l'affaire Larry en décembre 2021 a été déclarée nulle. Le procès final a eu lieu en octobre 2022. Les preuves principales étaient les témoignages de Diane et Jalin, les données du téléphone portable de Larry et les déclarations d'autres témoins. Le tribunal a déclaré Larry Taylor coupable de crimes graves, de vol et de possession illégale d'armes à feu. Il a été condamné à 86 ans de prison. L'accusation n'a pas pu prouver sa participation à un incident avec une autre femme. Cependant, les proches d'Amanda ne croyaient pas que tout soit arrivé juste à cause d'une tentative ordinaire de s'approprier des objets de valeur. Les parents étaient convaincus que le mari d'Amanda était derrière tout ça. Selon eux, il avait engagé ces personnes et son comportement ne faisait que confirmer les soupçons. Peu avant l'incident, le mari avait souscrit une assurance élevée pour Amanda, bien qu'il ne l'ait jamais fait auparavant. Il l'a expliqué en disant que sa femme attendait leur deuxième enfant et qu'il voulait s'assurer en cas de complications. Après l'incident, Dave a immédiatement demandé le paiement et a reçu l'argent. Il en a tiré un profit considérable et n'y voyait rien d'inhabituel. Les proches endeuillés d'Amanda ont remarqué quelque chose d'étrange. Le mari ne semblait pas affligé. Au contraire, il a utilisé la situation pour gagner en notoriété. Dave a commencé à tenir un blog, a lancé un podcast et créé un site web appelé « Rien n'était en vain ». Il a voyagé à travers le pays en donnant des conférences, parlant de sa vie et de ce qui était arrivé à sa femme, présentant tout comme un événement avec une signification particulière. Il a fait graver la même phrase « Rien n'était en vain » sur la pierre tombale d'Amanda. Dans son blog, Dave a décrit en détail ce matin-là quand il a trouvé sa femme. De nombreux détails semblaient étranges. Il se référait à leur maison commune comme « ma maison ». Sa formulation concernant l'appel au 911 était également troublante. Dès que j'ai pu. Personne ne comprenait pourquoi il y avait eu un retard dans l'appel des services d'urgence. Plus tard, il s'est avéré que le retard était effectivement significatif. Selon sa déclaration à la police, il a passé environ 1 heure dans la voiture devant la maison avant d'entrer. Dave l'a expliqué par l'heure matinale. Soi-disant, il ne voulait pas réveiller la famille et est donc resté dans la voiture pour téléphoner. Cependant, il n'a pas pu expliquer de manière convaincante de quoi traitait cette longue conversation. Les proches d'Amanda ont remarqué une série d'étranges coïncidences ce matin-là. Dans la maison se trouvait leur animal de compagnie, un grand boxeur. Les voisins se souvenaient bien de ses aboiements inhabituellement forts et persistants. Apparemment, le chien essayait de cette manière d'alerter sur la présence d'étrangers dans la maison. Ces aboiements inquiets ont incité les voisins à prêter attention à ce qui se passait.
Beaucoup d'entre eux ont également entendu des bruits étranges venant de l'intérieur. À ce moment-là, le mari d'Amanda se trouvait près de la maison, mais selon ses dires, il n'a rien remarqué de suspect. Il s'asseyait tantôt dans la voiture, tantôt en sortait et regardait par les fenêtres, ce qui a attiré l'attention des voisins inquiets qui observèrent la maison en raison des aboiements continus. Les proches d'Amanda trouvent son comportement inexplicable. Selon eux, Dave a délibérément attendu que les visiteurs indésirables quittent la maison. Un autre mystère. Pourquoi un chien aussi sérieux qu'un boxeur n'aboyait-il qu'après les étrangers au lieu de protéger sa maîtresse? La famille soupçonne. Dave avait enfermé le chien dans une autre pièce avant de partir, d'où il ne pouvait pas s'échapper. Quand le chien a entendu des bruits suspects, il a essayé d'attirer l'attention en aboyant jusqu'à ce que Dave revienne et ouvre la porte. Il reste également peu clair pourquoi les inconnus ont choisi précisément cette maison. Étrangement, quand ils ont vu le grand chien, ils n'ont pas changé d'avis. Ils ont poursuivi leur plan. Et curieusement, le chien n'a pas du tout réagi à leur présence. Plus tard, cependant, ils ont été effrayés par le bruit d'une voiture qui approchait. Les proches d'Amanda n'ont pas pu trouver d'explication logique à cela. Le comportement inhabituel du mari a suscité des soupçons particuliers. Dave, connu pour sa ponctualité, s'est soudainement écarté de sa routine habituelle. Il s'est réveillé comme d'habitude à 4h30, mais n'est parti qu'à 6h, alors qu'il était normalement déjà à la salle de sport à 5h30. La raison du retard d'une demi-heure est restée inconnue. Son entraînement ce jour-là a été plus court que d'habitude, mais il n'a pas fourni d'explication compréhensible pour cela. La famille d'Amanda souligne: pour un étranger, de tels détails peuvent sembler insignifiants, mais pas pour Dave, un perfectionniste pédant, exigeant envers lui-même et les autres, qui maintient son emploi du temps à la minute près. Les proches d'Amanda sont déconcertés par les étranges circonstances de l'incident. Ils s'inquiètent du fait que les auteurs ne se sont intéressés qu'à elle, bien qu'une autre voisine les ait également remarqués ce jour-là et qu'il ne lui soit rien arrivé. Il y a des doutes sur la version officielle selon laquelle Amanda s'est réveillée tôt et a rencontré par hasard les visiteurs non invités. Normalement, elle se réveillait plus tard et contactait immédiatement ses parents. Mais ce jour-là, il n'y avait aucune activité sur ses réseaux sociaux et elle n'a passé aucun appel. Tout indiquait qu'elle se reposait encore pendant l'intrusion dans la maison. Les proches d'Amanda soupçonnent que la mise en scène d'un délit contre les biens a été délibérément créée pour égarer l'enquête. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune autre victime des actions de Larry, ce qui remettait en question la version officielle des événements. En examinant les réseaux sociaux des condamnés, la famille d'Amanda a découvert une connexion inattendue. Parmi leurs contacts se trouvaient Dave et quelques connaissances communes. Cette découverte leur a causé une grande inquiétude. Selon les proches, Dave aurait pu connaître ce groupe de délinquants qui avaient déjà purgé une peine pour des actes similaires. Ils soupçonnent qu'il aurait pu les approcher sous prétexte d'enrichissement matériel commun pour obtenir de l'aide dans la résolution de problèmes personnels. En effet, il régnait une atmosphère tendue dans la famille Blackburn. Des rumeurs circulaient sur une possible infidélité du mari. Dave faisait preuve d'irrespect envers Amanda, se permettait des grossièretés et même des impacts physiques. Mais elle, en tant qu'épouse d'un ecclésiastique, pardonnait tout. Un signal particulièrement inquiétant pour les proches fut que Dave forma une nouvelle famille peu après les tristes événements. Dave mentionne dans son blog qu'il a attendu 1 an après avoir perdu son épouse avant de penser à de nouvelles relations. Le destin l'a réuni avec Christy, qui a commencé à fréquenter sa congrégation à l'automne 2016. Au cours de leur conversation, une coïncidence étonnante s'est révélée. Son beau-père habitait près de l'ancienne maison de Dave et Amanda. Pour Dave, un homme profondément religieux,
C'était un signe du ciel, comme si le destin lui-même avait amené Christy dans sa vie. Leur amitié s'est transformée en relation romantique, et après 1 an, ils se sont mariés. Cependant, plus tard, des détails inattendus ont fait surface. Le beau-père de Christy connaissait bien les 3 personnes dont les actions ont conduit aux événements avec Amanda. Mais le plus intéressant est venu plus tard. L'histoire de la rencontre entre Dave et Christy était très différente de celle qu'il racontait. Ils fréquentaient le même club de fitness, précisément celui où Dave se trouvait le jour fatidique d'Amanda. Plusieurs personnes ont confirmé les avoir vus ensemble bien avant la tragédie dans la famille Blackburn, et apparemment, il existait déjà à l'époque une connexion spéciale entre eux. Les proches d'Amanda croient que c'est là que réside la clé de toute l'histoire. Selon eux, Dave, en tant que personne profondément religieuse, ne pouvait pas permettre un divorce. Cela aurait conduit à la condamnation dans leur congrégation. Il cherchait peut-être une autre issue à la situation qui lui aurait permis de préserver sa réputation et d'obtenir un avantage financier. Les proches d'Amanda ont tenté d'attirer l'attention des forces de l'ordre sur ces faits, mais leurs tentatives sont restées vaines. L'enquête était déjà close, d'autres ont été déclarés coupables, et la réputation du pasteur respecté était restée intacte.